La première intervenante scientifique est Mariana Grana, qui est physicienne, théoricienne, éminente, et qui va nous parler du paysage de la théorie des cordes, enfin des paysages. Mariana a été lauréate du prix Langevin très récemment. Elle a aussi, entre autres, performances scientifiques, été lauréate de bourse du Conseil européen de la recherche. Et donc j'ai le plaisir de lui passer le micro. Bon, ça ne change pas ici, je ne sais pas. De toute façon, ça. Donc, des petites échelles, et on a la force forte qui maintient les protons comme ça, et on a la force électrofaible. Et de l'autre côté, on a dans les grandes échelles la force gravitationnelle qui maintient les systèmes, par exemple les systèmes solaires attachés. Donc cette force, la force et l'électrofaible sont très bien décrites par la mécanique quantique, la quantum electrodynamics et quantum chromodynamics. Et de l'autre côté, la force gravitationnelle, elle est très bien décrite par la relativité générale. Maintenant, le problème, si on veut faire une théorie quantique de la relativité générale, en fait, on a des infinis partout. C'est une théorie non renormalisable. Si on veut la renormaliser avec des counterterms, on a un nombre infini de counterterms. Donc, quel est le problème? Donc, on pourrait se contenter avec deux théories séparées. D'une théorie, d'un côté, la théorie des champs quantiques et de l'autre côté, la relativité générale. Mais le problème, parce que ce sont deux échelles très différentes, mais le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que les phénomènes qui sont, qui apparaissent à toute petite énergie, comme la supersymétrie, les théories de grande unification, les actions, ça peut être des candidats, par exemple, pour la matière noire. Donc, ce qui se passe à toute petite énergie, c'est très important, à toute petite, grande énergie, à toute petite distance, c'est important ici pour les échelles les plus grosses. Donc c'est pour ça, en France, on parle beaucoup de la physique des deux infinis. Les deux infinis, en fait, se touchent, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ce sont deux limites qui se touchent. Donc c'est pour ça que c'est un gros problème aussi pour décrire la physique des trous noirs ou décrire les Big Bang. C'est un gros problème de ne pas avoir une théorie quantique de la gravité. Donc, puisqu'une théorie naïve de la relativité quantique ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut penser de façon radicalement différente. Et on a eu deux idées, on va dire très différentes, opposées. Une, c'est, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire la quantisation pour la théorie de la relativité. Ça doit marcher, on doit quantifier, mais d'une façon différente, par exemple, d'une façon non perturbative. Ça, c'est en général l'approche de la plupart des théories de gravité quantique. C'est comment on change la quantification. Par contre, de l'autre côté, c'est l'approche de la théorie des cordes, qui est on change complètement les degrés de liberté. En fait, les degrés de liberté dans la théorie des cordes, ce n'est pas des particules ponctuelles, mais c'est des petites cordes. Et ça change tout, le fait que ce soit un objet à une dimension. Par exemple, pour commencer, les diagrammes de Feynman, qui normalement étaient comme ça, maintenant c'est ces diagrammes qu'on appelle des pantalons. Donc deux cordes qui se joignent et il y a une troisième corde qui se forme, ou à l'inverse, comme ici. Et on peut voir déjà d'une façon grossière, mais en fait c'est ça ce qui se passe. Ici il y a un point singulier de l'espace-temps, tandis qu'ici il est dilué, il n'y a pas un point singulier. Et grosso modo c'est pour ça que les infinis n'apparaissent pas dans la théorie des cordes. Donc tous ces types de diagrammes, de process scattering sont finis, il n'y a pas de renormalisation à faire.
Donc on fait une quantification perturbative, mais comme on l'a fait pour la théorie des champs, mais avec des cordes. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus compliqué au niveau technique, et il y a beaucoup plus de richesse, mais on fait la quantification, on la fait de la même façon. Donc maintenant, si on revient à ce qu'on avait vu, l'électron, les protons, les quarks, toutes les particules fondamentaux sont des cordes, des petites cordes. Les gluons, l'électron c'est des cordes, les quarks, les gluons, et aussi le graviton, c'est une corde. Maintenant, donc tout est des cordes, mais pourquoi on ne les a pas observées? Bon, si on revient aux échelles, si les quarks, l'échelle typique de ça, c'est 10 ou 15 mètres, l'échelle des cordes, pour le voir directement, elle est beaucoup plus petite. On ne sait pas qu'est-ce que c'est l'échelle des cordes, mais elle peut aller jusqu'à 10 ou 20 mètres, donc ça, on ne les a pas observées directement, donc elle est plus petite que les énergies ou que les distances auxquelles on a accès aujourd'hui. Mais donc ça peut être 10 moins 20 jusqu'à 10 moins 35 mètres, qui est ce qu'on appelle la longueur de Planck. Donc elles sont si petites, donc ça c'est la taille L-string, LS c'est la taille typique des cordes. Donc la théorie des cordes, maintenant je vais vendre la théorie des cordes, c'est une théorie remarquable de la gravité quantique, je crois, où l'on peut faire des calculs, comme les calculs des diagrammes de Feynman, on peut les faire, sont techniquement compliqués parfois, mais on peut les faire, il n'y a pas de problème. Et cette théorie contient dans le spectre les gravitons, donc il y a la gravité, des champs de Chauche, des fermions, des scalaires, donc tout ce qu'on a besoin pour décrire la nature aujourd'hui, il est dans la théorie des cordes. Cette théorie des cordes, pour être consistante au niveau quantique, pour ne pas avoir ce qu'on appelle des anomalies, on a besoin de dimensions supplémentaires. Elle est consistamment définie à 10 dimensions, et donc on va parler beaucoup de ça. Et il y a eu une deuxième révolution, donc l'absence d'anomalies, c'était la première révolution qui date de 85, et une deuxième révolution de 95, c'est que c'est une seule théorie. Donc on pensait qu'il y avait plusieurs théories, on connaissait cette théorie type 2A, 2B, 1, tout ça, et on pensait qu'il y avait plusieurs théories. Mais en fait, on a trouvé dans les années 85 que toutes ces théories, elles sont liées par ce qu'on appelle des dualités. Par exemple, entre ces deux, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, entre ces deux, il y a la S-dualité qui relie une théorie avec une constante de couplage, avec une théorie avec l'inverse de couplage. Donc s'il y a une théorie qui est faiblement couplée, de l'autre côté, il y a une théorie qui est fortement couplée. Donc cette S-dualité, elle apparaît déjà dans des théories de Chauche avec assez de supersymétrie. Donc si on veut, ce n'est pas totalement nouvelle. Une dualité qui est purement, qui apparaît purement pour les objets d'une dimension, c'est cette dualité qui dit qu'un espace, un cercle par exemple d'un rayon R, c'est égal à un cercle d'un rayon L' sur R. Donc si ça c'est grand, ça c'est tout petit, parce que L' on avait dit que c'est tout petit. Et donc ça c'est quelque chose qui est complètement, dans la théorie des particules, il n'y a rien à voir entre ça et ça. Dans la théorie des cordes, elles sont reliées par des dualités. Donc il faut faire un réétiquetage des mots, parce qu'on a des mots de winding, des cordes qui peuvent s'enrouler. Donc ici, ceux qui sont les mots de winding, ici, ils deviennent des mots de momento. Mais on fait donc ces deux espaces, la théorie des cordes qui se propage dans ces deux espaces, c'est la même chose. Ils sont reliés par une dualité. Donc cette théorie, elle est unique à 10 dimensions, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces dimensions supplémentaires? Donc on dit que notre univers à 3 plus 1 dimensions, c'est étendu, et que les 6 dimensions qu'on n'a pas observées directement, on ne les a pas observées parce qu'elles sont enroulées dans un espace qui est compact à 6 dimensions. Donc la variété à 10 dimensions, c'est cette variété à 4 dimensions, fois cette variété à 6, et c'est là qu'il y a beaucoup d'interactions. Il y a plusieurs
dans plusieurs aspects de la théorie des cordes, il y a beaucoup d'interactions avec les mathématiciens, mais en particulier ici, parce que pour tous ces espaces compacts à 6 dimensions, les possibilités de ces espaces compacts à 6 dimensions. Donc ces espaces, on ne les voit pas, mais en fait, la géométrie de ces espaces détermine qu'est-ce qu'on voit à 4 dimensions. Et donc, on commence par une théorie unique à 10 dimensions, et on a une multiplicité de théories à 4 dimensions selon ce qu'on met comme espace à 6 dimensions. On ne sait même pas si c'est un nombre fini. On veut bien que ce soit un nombre fini parce qu'on n'aime pas les infinis. Ils sont très jolis au niveau mathématique, mais au niveau physique, on n'aime pas beaucoup les infinis, mais on ne sait pas encore. Donc, c'est pour ça qu'on parle de paysage. C'est un paysage d'univers possible à 4 dimensions. Paysage aussi, ça a été utilisé parce qu'on peut voir ça comme des solutions d'un potentiel qui fait qu'il y a des montagnes et des vallées. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à utiliser la notion de paysage, mais en fait, c'est un peu plus général que ça. Donc, il y a tout un paysage d'univers possible à 4 dimensions. Donc, on passe d'une théorie unique à 10 dimensions à toute une possibilité de théorie à 4 dimensions. Donc, par exemple, quelle est la solution la plus simple? C'est que l'espace à 6 dimensions soit un tore à 6 dimensions. Donc, ça peut être le produit de ces 3 tores, des 3 tores comme ça. Et ça, c'est très bien, c'est assez facile, mais en fait, quand on va à 4 dimensions, on a une théorie qui est supersymétrique, qui a beaucoup de supersymétrie. Il y a aussi, par exemple, un tore de cette taille ou un tore de cette taille, ce sont deux possibilités qui n'ont pas... elles sont très bien deux possibilités. Donc, le rayon du tore, il n'est pas fixé par la théorie, il n'est pas fixé par les équations de mouvement dont je vais parler dans 2 minutes. Et ces rayons du tore, pour les 4 dimensions, c'est des particules scalaires sans masse. Parce que ça ne coûte pas d'énergie de changer ces rayons. Et au niveau, cette déformation de l'espace interne, ce sont des champs scalaires, ça devient des champs scalaires et qui n'ont pas de masse. Et ça, champs scalaires sans masse, ça donnerait lié à une 5e force pas observée, de longue portée pas observée. Donc ça c'est exclu expérimentalement. Aussi, l'espace-temps à 4 dimensions est de Minkowski. Et donc, il n'y a pas de constante cosmologique, donc c'est dont il a parlé. Einstein, il a découvert ces constantes cosmologiques qui donnent lieu à un univers en expansion accélérée. Comme on pensait que l'expansion était décélérée, on avait enlevé la constante cosmologique. Maintenant, on sait que l'expansion de notre univers est accélérée. Donc, on sait qu'il y a... Et que cette accélération est, pour l'instant, complètement consistante, c'est les expériences avec une constante cosmologique. Donc, on essaie de trouver dans la théorie des cordes, et je vais parler beaucoup de ça, une constante cosmologique positive, au terme de l'espace avec une constante cosmologique positive, dont un espace en expansion par la constante cosmologique, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un espace de Sitter. Donc, si on fait ça, l'espace à 4 dimensions, ce n'est pas un espace de Sitter, c'est un espace plat, c'est Minkowski. Donc, tout ça, c'est très bien, mais c'est complètement exclu expérimentalement. Donc, quel est l'exemple suivant? L'exemple suivant, c'est des variétés qui sont beaucoup plus compliquées, qui sont des variétés, ce qu'on appelle des Calabi-Yau. Donc, les équations de mouvement, on a certaines équations de mouvement dans la théorie des cordes que je ne vais pas écrire complètement, mais les cas les plus simples, quand il n'y a pas de matière, on va dire des tenseurs d'énergie de matière, c'est l'équation d'Einstein, comme ça. Le tenseur de Ricci doit être 0. Donc, ce sont des espaces qui ont une courbure. Donc, le tenseur de Riemann, il n'est pas forcément 0. Mais le tenseur de Ricci est 0. Donc, ce sont des espaces qu'on appelle des espaces plats de Ricci. Et ces espaces sont des espaces de Calabi-Yau manifolds, des espaces de Calabi-Yau. Et on les aime beaucoup parce qu'on sait les construire de façon algébrique. Donc, il y a toute une liste des espaces à 6 dimensions. On ne sait pas si le nombre d'espaces de Calabi-Yau est fini à 6 dimensions.
On peut les construire algébriquement. Donc, on a énormément d'exemples des espaces de Calabi-Yau. Maintenant, le problème, c'est un peu pareil. On fait des espaces de Calabi-Yau qui sont plus compliqués, mais on a toujours une théorie supersymétrique. On a toujours des particules scalaires sans masse. Maintenant, ce n'est pas les rayons, parce que la géométrie, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, les volumes, c'est un scalaire sans masse. Et toujours pas de constante cosmologique. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné pourquoi on a compliqué la chose pour gagner pas grand-chose. Mais en fait, la supersymétrie est moins que pour les taux et on peut faire la phénoménologie. On peut obtenir des modèles standards supersymétriques avec ces Calabi-Yau. Ça, les particules scalaires sans masse, on sait partiellement comment donner des masses à ces scalaires, faire que, par exemple, le volume soit fixé. Ce n'est pas simple, mais on sait comment le faire. Et il y a toujours le problème de la constante cosmologique, mais en faisant beaucoup je vais dire un peu plus, mais finalement, on arrive avec des espaces de Calabi-Yau et en faisant des choses on top, on arrive à obtenir des espaces avec des constantes cosmologiques. Donc, même si, a priori, ça, c'est pas bien, ces espaces, ils ne sont pas exclus parce qu'ils sont beaucoup plus de richesse. Donc, les gens continuent beaucoup à travailler aujourd'hui avec ces espaces de Calabi-Yau qu'on a commencé à travailler dans les années 80. La plupart de la phénoménologie de la théorie des cordes est sur ces espaces de Calabi-Yau. Donc, comme il y a un grand nombre d'espaces de Calabi-Yau à 6 dimensions, on ne sait pas si c'est fini, et pour chaque espace de Calabi-Yau, il y a beaucoup de possibilités pour donner masse aux scalaires. Donc, même si on se restreint à des espaces de Calabi-Yau, on a un paysage d'univers possible à 4 dimensions. Donc, ça, c'est le paysage de la théorie des cordes. Maintenant, plus récemment, on se pose la question de cette idée de paysage, est-ce qu'elle est correcte? Parce qu'on l'a obtenu en faisant un mélange de ce qu'on appelle bottom-up ou top-down. Les bottom-up, les top-down, les espaces de Calabi-Yau, c'est top-down. On commence à 10 dimensions et on va à 4 dimensions avec des espaces de Calabi-Yau. Mais il y a une partie qui est bottom-up. Qu'est-ce que ça veut dire? On va demander à 4 dimensions d'avoir le modèle standard des particules. Et ça, ce n'est pas super compliqué. On a trouvé des espaces dans les années 80 qui donnent des choses similaires. Maintenant, on trouve tellement qu'il y a des techniques d'intelligence artificielle qu'on utilise pour trouver ces solutions. Donc, ça, c'est un nombre 10 à la puissance 700 pour mettre un nombre de solutions. Mais ça, c'est faisable, c'est très faisable avec des espaces de Calabi-Yau. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'obtenir des espaces avec constante cosmologique positive. On pensait qu'il n'y en avait pas. Et dans les années 2003, Kachru, Kalos, Linde, Trivedi, je vais appeler ça KKLT, ils ont trouvé une façon, en partant des espaces de Calabi-Yau, mais en ajoutant des ingrédients, de trouver une solution avec constante cosmologique positive. Et en fait, il y a beaucoup de possibilités aussi, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de fixer ces scalaires non massifs qu'on a typiquement dans les compactifications de Calabi-Yau. Mais on a aussi trouvé comme c'est une formulation qui mélange, il y a des trucs qu'on fait au niveau des 4 dimensions, parce qu'on ne sait pas comment les faire ici. Des choses non perturbatives qu'on fait à 4 dimensions, qu'on ne sait pas comment les faire ici. C'est pas très clair que ce soit des modèles consistants. Et nous, à l'IPHT, Josipin et moi, et avec nos étudiants et postdocs, on a trouvé des inconsistances dans cette formulation des instabilités, par exemple. On a trouvé beaucoup d'instabilité. Donc, ce n'est pas clair que ces solutions soient des bonnes solutions qui nous donnent des solutions avec constante cosmologique positive. Donc, ce problème du bottom-up, c'est que tout ce qu'on fait ici, est-ce qu'on est vraiment dans les paysages ou sommes-nous tombés dans les marécages? Donc, je vais expliquer qu'est-ce que c'est les marécages. Donc, si on fait
à partir de maintenant, les slides vont être en anglais. Je vais essayer toujours de parler français. Donc, si on fait une diagramme cette direction, c'est la direction d'énergie. Dans les hautes énergies, on a une théorie de gravité quantique, qui peut être la théorie des cordes, mais normalement, cette notion de marécage, elle n'est pas uniquement pour la théorie des cordes, on a une théorie de la gravité quantique. Et si on va aux énergies plus faibles, on a des théories qui sont ce qu'on appelle des théories efficaces, des théories effectives à 4 dimensions. Et si on regarde les théories effectives à 4 dimensions, en fait, si on descend de la gravité quantique, sans faire des choses bizarres, on tombe sur les landscapes, sur les paysages. On descend et on tombe sur les paysages. Mais si on fait des choses à 4 dimensions, si on regarde des théories à 4 dimensions, la plupart de ces théories à 4 dimensions, elles ne sont pas consistantes avec la gravité quantique. Parce qu'elles sont des propriétés, donc je vais mentionner 2 ou 3 propriétés, qui est une théorie efficace à 4 dimensions. À 4, ça peut être 5 ou 6 ou 3. En général, on travaille à 4. Il y a donc certaines conditions qui sont des conjectures qu'une théorie à 4 dimensions doit avoir pour être bien dans les landscapes, pour être consistante avec la gravité quantique. Donc ça s'appelle les contraintes de Swampland. Donc le marécage, c'est Swampland en anglais. Et ça, c'est les contraintes de Swampland. Donc si on prend les théories, donc aujourd'hui, on a une façon complètement différente de penser aux théories efficaces à 4 dimensions. Et en fait, on pense que la plupart des théories, ici on a dessiné les landscapes assez gros, mais en fait, sont un peu c'est beaucoup plus petit, mais même on pourrait les voir comme des points, pas tout un espace comme ça, mais un peu des points dans cette swampland. Donc la majorité des théories à 4 dimensions, des théories effectives à basse énergie, elles sont dans les swamplands. Donc par exemple, il y a une série de conjectures, elles sont toutes des conjectures parce qu'elles sont très difficiles à prouver. Quelles sont les propriétés de ces théories à basse énergie? Donc ce sont des effective field theories pour être dans les paysages. Et ça a commencé dans les années 2000, mais maintenant c'est très à la mode. Il y a beaucoup de personnes, 200, c'est peut-être un peu plus gros, c'est pas énorme, mais pour notre communauté c'est assez gros. Qui travaille, donc c'est quelque chose qui est très en beau aujourd'hui. Donc ces conjectures sont basées sur la physique des trous noirs ou sont inspirées par la théorie des cordes. Je vais dire 3 conjectures. Par exemple, pour que vous voyez, par exemple, ces conjectures, il y a une conjecture qui est une théorie qui est consistante avec la gravitation, elle n'admet pas de symétrie globale. Donc ça c'est une conjecture qui est très intéressante. Toutes les symétries, elles doivent être soit chaussées, soit brisées. Donc toutes les symétries, il n'y a pas de symétrie globale exacte, elle doit être chaussée ou brisée. Et on dit que sinon, la théorie, elle n'est pas consistante avec la gravité quantique. Elle est dans les marécages, dans les swamplands. Et les arguments pour ça viennent des trous noirs, parce que, par exemple, si on jette une copie d'une particule chargée avec une charge 1, on peut faire un trou noir qui a une charge n. Et ici, on fait n plus 1, on fait un trou noir qui a une charge globale, n plus 1. Ce trou noir, à travers la gravitation de Hawking, il va devenir quelque chose de plus petit qui a perdu la masse, mais qui est peut-être un trou noir ou peut-être pas un trou noir. C'est juste un objet d'une certaine masse. Et c'est comme cette symétrie est globale, cette radiation de Hawking, elle est neutre avec cette symétrie. Donc il n'y a pas... elle est aveugle sur cette symétrie. Donc cette charge N qui ont les trous noirs, elle ne peut pas s'évaporer. Donc on a ce qu'on appelle un remnant, un vestige
qui est à charge n. On a des vestiges de charge n plus 1. On a un nombre infini de vestiges qui sont tout un problème pour la gravité quantique. Il nous dit que la théorie est inconsistante. Une chose qu'on peut montrer, par exemple, c'est que si ça serait vrai, on aurait une constante de Newton qui serait 0. Donc ça, c'est pas possible dans une théorie de la gravité, avoir tous ces vestiges. Donc ça, c'est la motivation pour laquelle on dit qu'il n'y a pas de symétrie globale. Et après, on a d'autres motivations. Et dans la théorie des cordes, on trouve toutes les symétries qu'on trouve, elles sont chauchées ou brisées. Il y a une autre conjecture qui est assez générale et qui est aussi basée sur la physique des trous noirs. C'est ce qu'on appelle la weak gravity conjecture, donc la conjecture de la gravité faible, et qui dit qu'il y a toujours une particule dans le spectre pour laquelle la gravité est plus faible que la force de Chauche. Donc qu'il y a dans des unités, pensez à ça comme des choses sans unité, qu'il y a donc dans les unités appropriées une masse qui est plus petite que sa charge. Donc telle que la gravité est plus faible que la force de Chauche. Et maintenant, on parle d'une charge pour une théorie de Chauche, pour une symétrie qui est chauchée. Et aussi, l'argument vient des trous noirs. Les trous noirs, c'est l'inverse. Les trous noirs, ils doivent avoir des masses qui est supérieure ou égale à la charge. Parce que sinon, les trous noirs, si c'est l'inverse, il y a une singularité nue et c'est un problème. Donc pour les trous noirs, c'est l'inverse. Mais prenons l'exemple de ce qui s'appelle un trou noir extrémal, qui a la masse égale à la charge. Ce trou noir, aussi, il va émettre la gravitation de Hawking, il va se transformer en quelque chose qui peut être un trou noir, par exemple. Et cette radiation, donc on peut avoir donc des particules de charges négatives et positives. Et comme maintenant c'est une charge d'une symétrie chauchée, donc il y a un champ ici. Et ce qui va se passer, c'est la particule négative, si cette charge est positive, donc la particule de charge négative, elle va aller à l'horizon, elle va aller dans les trous noirs, et celle-ci s'échappe. Donc on perd la charge. Et on parle de la charge et de la masse. Mais si toutes les particules dans le spectre auraient une masse plus grande que la charge, donc on retrouverait un trou noir qui a perdu plus de masse que de charge. Et ce trou noir, c'est un trou noir qu'on appelle super extrémal et que c'est un problème. Donc les trous noirs, ils doivent satisfaire ça. Donc si toutes les particules auraient la masse plus large que la charge, donc on n'aurait pas ces trous noirs extrémales, ils ne pourraient pas decay, ils ne pourraient pas se décharger partiellement. Et donc ça serait un problème et on aurait des vestiges, c'est vraiment des trous noirs extrémales et c'est le même problème qu'avant. Donc aussi la physique des trous noirs nous donne aussi une justification, une motivation pour cette gravité pour cette conjecture de la gravité quantique. Il y a d'autres conjectures, donc ça c'est ce que j'ai dit. Il y a d'autres conjectures, donc celle-ci, elle est un peu plus technique, donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, je ne vais pas parler plus que ça, mais elle est très intéressante, c'est la distance conjecture qui dit que donc il y a un espace de modules dans la théorie effective à 4 dimensions, par exemple, si on fait ce qu'on appelle une compactification, si l'espace à 6 dimensions, c'est un tore, et cet espace de modules, c'est l'espace de rayon du tore. Et cet espace, donc si on commence par la physique à 10 dimensions et on va à 4 dimensions, on a Lagrangien qui décrit ces espaces scalaires. Par exemple, pour les rayons, si on a une seule dimension compacte, un cercle, pour les rayons, on a cette métrique. Et cette conjecture dit que si on va à une distance une longue distance, la masse de cet espace à un autre point de l'espace des modules, elle est reliée à la masse d'un autre espace avec
la distance en exponentielle de la distance entre ces deux espaces. La distance géodésique entre deux espaces. Donc on va sur des géodésiques. Et en particulier, si on prend une distance... pardon, je devrais... Ah, non, je ne l'ai pas mis. Ça revient tout en arrière. Mais si cet point Q il est à une distance infinie, donc la masse à Q c'est le temps de 0, donc on a tout, et ce n'est pas une particule, la distance est liée à toute une tour de particules qui devient exponentially light. Tout un tour de particules qui devient très légère. Donc, si c'est ça, on a la théorie effective. Si on fait une théorie effective ici, elle n'est pas valable pour ici. Donc, les théories effectives sont valables dans une partie de l'espace modulier. Donc, ici, bon, on fait l'exemple de rayon, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a vérifié ça on a vérifié ça pour des espaces simples, on a vérifié ça pour des espaces plus compliqués. Mais cette conjecture, il a une motivation dans la théorie des cordes, mais c'est plus difficile de justifier au niveau des trous noirs. Donc, il y a tout un... Donc, comme j'ai dit, les conjectures sont partie de la théorie de la physique des trous noirs sont inspirées par la théorie des cordes. Et le nombre de conjectures a grandi avec les années. Donc les premières conjectures sont des années 2006 et maintenant on a beaucoup de conjectures. Il y a des conjectures qui sont très bien, on a de très bonnes motivations et qui sont acceptées fortement comme la pas existence de symétrie globale et cette weak gravity conjecture, ces conjectures de la gravité faible, elles sont très acceptées, on croit vraiment à ces conjectures. Mais après, il y a des conjectures qui sont plus spéculatives, sont des conjectures qui sont basées sur des conjectures qui sont spéculatives. Donc, par exemple, une des conjectures, c'est que moi je trouve que c'est la plus sauvage, c'est la conjecture qui s'appelle le de Sitter-Swampland conjecture, qui dit que les espaces de de Sitter sont dans les Swampland, qu'on ne peut pas trouver dans la gravité quantique des espaces de Sitter. Donc, si est vrai, cette accélération, cette expansion accélérée, elle doit être causée par une autre chose. Pas par une constante cosmologique, mais par exemple ce qu'on appelle quintessence, ou une autre forme d'expansion. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de rentrer dans les détails. La conjecture, elle dit que le gradient du potentiel doit être majeur ou égal que le potentiel lui-même, comme le potentiel pour des espaces de Sitter. Le minimum de potentiel, c'est la constante cosmologique. Comme la constante cosmologique, c'est positive. Donc, ça, on ne peut pas avoir ça égal 0 et une constante cosmologique positive. Et ça, c'est une constante cosmologique de l'ordre 1. Donc, tout ça, ça serait pas... on ne peut pas avoir ça dans la gravité quantique. Après, on s'est rendu compte qu'on peut avoir des maximums, qu'il n'y a pas de problème des espaces qui sont instables, on peut avoir. Donc, on l'a fait un peu... on l'a raffiné quelques mois après. Et on dit que les espaces de Sitter qui sont stables, ou plutôt métastables, parce qu'en général, les espaces de Sitter, en théorie des cordes, ils sont toujours métastables. Il y a un procès non perturbatif de tunneling, mais sont métastables, mais cette conjecture dit que ces espaces de Sitter métastables sont dans les swamplands. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se trouve? Donc, dans les années 2003, on avait trouvé ces 10 à la puissance 500 billes de de Sitter, ou des solutions avec de Sitter. Et Oguri, Baffa et tal, dans les années 2018, il nous dit que dans la théorie de gravité quantique, ou en particulier dans la théorie des cordes, il n'y a pas de billes de Sitter. Et le problème, c'est difficile à dire où est-ce qu'on est,
parce que ici c'est une construction compliquée. Il y a une partie qui est, donc le rouge c'est top-down, donc à 10 dimensions, mais il y a une partie à 4 dimensions. En particulier cette partie qui utilise ces ingrédients non perturbatifs, qu'on sait traiter à 4 dimensions, mais pas à 10. On a trouvé qu'il y a des instabilités, mais bon, c'est pas très clair quel est le point final de ces instabilités. Peut-être la solution est assez similaire à l'original. Et de l'autre côté, on a une conjecture qui est assez spéculative. Donc on a deux choses, on n'est pas sûr où est-ce qu'on se trouve. Bon, il y a une réponse objective. On se trouve donc ici, c'est la côte ouest. Toutes ces personnes sont dans la côte ouest. La théorie des paysages, c'est quelque chose qui est très répandu dans la côte ouest des États-Unis. Bafa, il est dans la côte est, mais mettons à notre haut, c'est Oguri, il est au Japon. Donc où est-ce qu'on se trouve? Bon, on se trouve ici, un peu au milieu, entre les paysages et les marécages. Donc voilà, pour conclure, donc la théorie des cordes est une théorie, je conclue un peu plus tôt, bon, ça donne le temps pour des questions. Donc la théorie des cordes est une théorie que je trouve remarquable, unique dans le sens qu'on pensait qu'il y avait tout ça, mais tout est relié, de la gravité quantique. C'est une théorie unique à 10 dimensions, mais quand on va passer à la théorie à 4 dimensions, qui en général sont des théories effectives, parce qu'on sait comment passer en se restreindre une théorie de basse énergie. Et on a beaucoup de théories à 4 énergies, de basse énergie à 4 dimensions. Donc on a parlé tout de suite d'un paysage, d'une théorie des cordes à 4 dimensions, mais ce paysage, la partie qui est plus explorée de ce paysage, c'est quand l'espace à 6 dimensions, c'est un espace de Calabi-Yau. Et comme on a dit, c'est facile de trouver les modèles standards des particules. Bon, c'est des extensions supersymétriques, mais on sait aussi comment briser la supersymétrie, donc ça, on sait les faire. On les a trouvés ici, dans les différents... Donc ça, c'est des limites où la constante, le couplage est faible, c'est là qu'on sait faire des choses. Donc avec couplage faible, on a trouvé des solutions ici. Bon, ici aussi, mais ça c'est les parties où les gens cherchent plus. Par exemple, si on part de ça, ici, il y a un groupe de choses qui est le groupe exceptionnel E8 fois E8. Et on sait briser ça au SU3 fois SU2 fois U1 des modèles standards. Ça, on sait le faire avec des espaces de Calabi-Yau. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est avoir des espaces des espaces qui donnent lieu à des constantes cosmologiques positives. Donc, moi je crois, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient, que ces espaces ne sont pas dans les Swamplands, et j'espère, parce que j'imagine que d'abord, trouver des solutions quintesses en théorie des cordes, c'est plus compliqué encore que trouver des solutions de De Sitter. Et je crois que les expériences vont dans le sens que c'est une constante cosmologique qui nous donne l'accélération, l'expansion accélérée. Mais le problème, c'est qu'on ne croit plus... par exemple, ici, il y a un théorème de nouveau, on a prouvé qu'ici, c'est impossible d'obtenir un espace dans cette partie de la théorie des cordes avec cette formulation. On ne peut pas trouver cette formulation, on ne peut pas trouver des solutions de De Sitter. Donc, on croit vraiment que s'il y a des solutions ici, ce sont des solutions qui sont dans les corps ici, qui est beaucoup plus compliqué, parce que ici, c'est des théories à couplage fort, et on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions de De Sitter. Et en fait, on a exploré pas mal de paysages, mais la plupart des paysages, il n'est pas exploré. Donc, une possibilité, c'est d'aller au-delà des variétés de Calabi-Yau. Et ça, j'ai travaillé beaucoup avec cette possibilité d'aller au-delà des variétés de Calabi-Yau. Il y a tout un outil mathématique très joli, commencé par Hitching, qui s'appelle la géométrie complexe généralisée, qu'on a utilisé pour aller au-delà de ces espaces de Calabi-Yau et qui peut donner, qui
peuvent donner un peu des solutions possibles. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'exemple. On n'a presque pas d'exemple, tandis que pour le Calabi-Yau, il y a des équations algébriques pour les définir. Pour ces espaces de Calabi-Yau généralisés, on n'a pas des équations algébriques, donc on a très peu d'exemples. Et c'est pour ça que toute la plupart de la phénoménologie s'est concentrée ici. Mais on peut aller même au-delà, c'est aller au-delà de la géométrie, parce que la théorie des cordes admet des solutions qui ne sont pas géométriques. Par exemple, on a dit qu'un espace de région A, c'était égal par cette dualité à un espace de région plus petit, L string carré sur A. Donc, un espace type T-fold, donc ce qu'on fait, c'est quand on fait un cercle, normalement, quand on fait un cercle dans la base, quand on fait un fibré, et on a un tore, donc on a un tore dans certaines rayons qui va changer quand on fait un tour, mais quand on revient à l'origine, on a les mêmes tores. On peut faire des difféomorphismes entre les patchs, je ne sais pas comment ça s'appelle patch en français. Hein? Le récollement. D'accord. On peut faire des difféomorphismes dans le récollement, mais dans la géométrie différentielle usuelle, on ne peut pas faire ce type de symétrie. On n'a pas ce type de symétrie, mais on l'a dans la théorie des cordes. Donc ça, c'est des espaces qui n'ont pas une notion géométrique usuelle, mais qui sont très bien dans la théorie des cordes, et ces espaces sont très peu étudiés, et donc ils font partie du paysage de la théorie des cordes. En fait, il y a beaucoup plus de ce type d'espace, j'imagine, que des espaces de Calabi-Yau. Donc, je crois qu'il y a, sans tomber dans les marécages, il y a encore un joli paysage et qui est encore exploré. Merci. Merci beaucoup. Et nous avons une dizaine de minutes pour des questions. Il faut que je retrouve comment ramener le micro. Pas encore, parce que le micro, j'ai commis l'erreur de le désactiver. J'ai des très vieux souvenirs qu'un des arguments en faveur de ces variétés Calabi-Yau était qu'on pouvait en déduire le nombre de familles, par exemple, avec des index de topologie. C'est des choses qui sont toujours à l'ordre du jour. Oui. Non, oui, je n'ai pas parlé, oui, parce qu'on peut... Mais oui, exactement, on connaît la topologie, on connaît quelles sont la quantité de 2 cycles ou de 3 cycles non triviaux qui sont, et qui sont... ce sont des nombres topologiques et qui entrent... Donc, ces nombres topologiques, c'est exactement la quantité de scalaires sans masse qu'on a à 4 dimensions. Donc, ça rentre... complètement, et ça donne quelle symétrie on a abélien. Donc oui, toute la partie topologique des espaces de Calabi-Yau entre complètement dans la physique qu'on obtient à 4 dimensions sur ces espaces. Et le problème pour les espaces, si on va au-delà de Calabi-Yau, c'est qu'on ne connaît pas toutes ces parties topologiques qu'on connaît pour les espaces Calabi-Yau. Oui, donc oui, pardon. Ma question, c'est, est-ce que dans un modèle comme ça, il y a toujours besoin du mécanisme de X pour donner de la masse aux particules, ou est-ce qu'on est dans autre chose? On peut avoir les deux. On peut avoir un mécanisme de X, ou on peut avoir des X composites, on peut avoir en général, le problème de la théorie des cordes, entre guillemets, c'est qu'on a beaucoup de possibilités, et tous les modèles au-delà du modèle standard, ils rentrent
je ne sais pas si tous les modèles, mais en général, j'imagine que tous les modèles, on peut les trouver ici. Et en fait, pour les bosons et les fermions, ils sont déjà à 10 dimensions. Il y a des bosons et des fermions qui sont déjà à 10 dimensions. Ce qui détermine, c'est par exemple combien de familles on a. Combien de familles, si on a 3 familles, comme dans les modèles standards, ou on a 5 familles, c'est ça combien de champs scalaires, c'était la question de Guy un peu. Ça dépend c'était pas la question, mais les invariants topologiques nous disent combien de scalaires il y a, combien de familles de fermions. Mais les fermions et les bosons, si on veut, sont déjà à 10 dimensions un peu. Mais après, c'est selon l'espace de compactification. Selon l'espace à 6 dimensions, on a différents nombres de familles ou des choses à 4 dimensions. Je rebondis sur la proposition Go Beyond Géométrie. Est-ce que vous avez... moi, to go beyond géométrie, est-ce que ce n'est pas la combinatoire qui remplace la géométrie? C'est une bonne question. Peut-être moi, j'ai une tendance à voir tout comme des géométries, généralisations des géométries, mais il y a des généralisations différentes. En fait, dans la théorie des cordes, on dit que l'espace-temps est émergent parce que, si on veut, la théorie des cordes est plus... parfois, les cordes, on peut les voir... comment dire, on peut voir la géométrie, on dit que la théorie des cordes est une théorie à 2 dimensions parce que les cordes, quand elles bougent, font un espace à 2 dimensions. C'est une théorie conformale à 2 dimensions. Et à partir de là, on peut voir des cordes qui se propagent dans un espace, mais parfois on n'a même pas ces descriptions, ni ce type de description, ni rien. Donc l'espace... la géométrie, on peut parfois ne pas voir la géométrie. Maintenant, si on peut la remplacer par combinatoire, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. On peut la remplacer par la combinatoire des diagrammes de Feynman à grand N. Tu veux dire par la ADSFT? Oui. Non, j'allais dire juste qu'on peut imaginer... Un exemple de combinatoire, c'est la combinatoire des diagrammes de Feynman dans la théorie de jauge Lagrangienne, dans laquelle la géométrie est émergente, mais pas toutes les géométries qui nous intéressent. Oui. Merci, Boris. Dans une de tes conjectures, tu parlais d'un potentiel. Est-ce que pour les non-spécialistes, tu pourrais expliquer un petit peu à quoi ça correspond ce potentiel V? J'ai un peu du mal à voir ce que c'est. Oui, je n'aurais pas... Bon, je profite pour expliquer. Donc, par exemple, il y a des mécanismes qui donnent des masses. C'est un potentiel en fonction des scalaires. Donc, si on pense à un cercle, donc l'espace en temps, c'est juste un cercle, normalement, il n'y a pas de potentiel parce que les cercles... Donc, c'est un potentiel en fonction du rayon du cercle. Et normalement, il n'y a rien qui définisse ce rayon, donc il n'y a pas de potentiel. Après, on peut ajouter des flux, ce qu'on appelle des flux, ce sont des généralisations du flux électromagnétique, et qui donnent, comme il y a une attraction gravitatoire, et il y a aussi une répulsion électromagnétique. Et donc ça donne un potentiel et maintenant le rayon est fixé à une certaine taille. Donc en général, on a un potentiel, on a un minimum de ce potentiel et ça donne le rayon qui est solution de la équation de mouvement une fois qu'on ajoute, donc c'est un peu plus compliqué que Ricci-Platt, mais une fois qu'on ajoute les tenseurs d'énergie de ces flux. Donc en général, c'est ça le potentiel qu'on obtient. Et en général, ces potentiels, il y a des solutions où la constante cosmologique est négative, des espaces antidécites. Ça, c'est très simple à faire.
Avec une sphère en 5 dimensions, par exemple, on obtient. Mais avoir un potentiel comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et même cette conjecture de Swampland, elle dit que ça, c'est même pas possible dans la gravité quantique. Encore du temps, une ou deux questions. Oui, quelles sont vos interactions avec les mathématiciens? Oui, une question. Donc, c'est surtout dans cette partie aller au-delà pour moi, je ne sais pas si la question est pour moi ou en général. Pour moi déjà, parce qu'il y a énormément d'endroits où on a des interactions. Mais par exemple, pour moi, ces parties-là, donc j'ai travaillé, on était un des premiers à travailler, les premiers à travailler sur cette géométrie complexe généralisée définie par I Ching, qui sont les solutions les plus générales. Quand je parlais d'ajouter ces flux, on peut ajouter ces flux. Le problème, c'est qu'en général, ces flux, les espaces de Calabi-Yau ne sont plus une solution quand on a ces flux, sauf s'ils sont très, très spéciaux. Mais les équations nous disent que ça doit être des espaces qui s'appellent des Calabi-Yau généralisés. Donc on utilise géométrie complexe généralisée, où ce qu'on fait, en fait, c'est mettre les difféomorphismes, la symétrie des difféomorphismes et la symétrie des choses qu'on a pour donc les cordes, ils donnent lieu à comme des particules chargées qui ont un champ de choses qui est un tenseur, un tenseur. Les cordes qui sont en une dimension, ils donnent lieu à un champ de choses qui est une déforme. Donc, et ce que fait cette géométrie généralisée, c'est mettre les deux, les difféomorphismes et les symétries des choses, il les met dans le même package. Et donc on peut faire des géométries où on a ici donc ce type de choses, elle est assez bien décrite par cette géométrie généralisée. Mais après, il y a toutes sortes d'interactions. Par exemple, pour les espaces de Calabi-Yau, on connaît en général donc on les connaît au niveau topologique, mais il y a toutes les corrections. Donc, quelle est la théorie effective à 4 dimensions pour ces espaces de Calabi-Yau? Il y a toute une série de corrections d'instantons, par exemple, qui viennent par des invariantes de Gromov-Witten, ou il y a toutes développées par les mathématiciens. Donc, Boris est un expert de ça. Il y a des interactions un peu partout avec les mathématiciens. Qu'est-ce que vous pensez des théories discrètes? L'espace-temps est discret. Donc il y a quelque chose qui se passe clairement à l'échelle de Planck. Pour nous, l'espace-temps, c'est un peu, c'est pas discret, mais c'est un peu, on dit qu'il est facile, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça en français? Flou. Voilà, c'est l'espace-temps. Oui, on ne peut pas décrire l'espace-temps avec la géométrie usuelle quand on va dans des échelles comme les échelles de Planck. Et la version de la théorie des cordes, quand on va déjà à l'échelle de la théorie des cordes, l'espace-temps devient flou, et ce qui est plus fondamental que l'espace-temps, c'est cette théorie conforme à 2 dimensions. Donc c'est pas la même chose qu'un espace discret. C'est un espace qui est flou et qu'on doit décrire à partir d'une théorie conforme à 2 dimensions. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins à la question. On va mettre fin à cette séance de questions. Merci beaucoup
Mariana. Et j'espère que si tu restes pour une partie de la réunion, on aura du temps à la pause pour le déjeuner, pour que Jean-Claude te pose d'autres questions. Moi, j'en ai quelques-unes. Bien, j'ai l'occasion de discuter avec toi souvent. Voilà, donc merci beaucoup.